Le Bitcoin ainsi que l'ensemble du marché crypto explose à la hausse. Quelle est l'origine de cette hausse? Va-t-elle durer? Et qu'est-ce qu'elle implique pour la suite? On va regarder ça en 3 points dans cette vidéo. Le premier point, à moins que tu vives dans une grotte, si tu t'intéresses de près ou de loin aux crypto-monnaies et au Bitcoin, tu as très certainement dû en entendre parler. Il s'agit des ETF Spot Bitcoin. Demande émise tout d'abord par BlackRock en juin 2023 et suivie par pas mal d'autres fonds d'investissement qui ont décidé eux aussi d'émettre leur propre ETF Spot Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, c'est un Exchange Traded Fund. En fait, un ETF, il va permettre tout simplement de répliquer les performances d'un actif. Ce qu'on sait avec le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est qu'en réalité, c'est une classe d'actifs assez intéressante, mais très peu accessible pour les investisseurs institutionnels. Alors un ETF, ça va tout simplement permettre à ces investisseurs institutionnels de s'exposer au Bitcoin, de s'exposer au marché crypto et à sa volatilité, sans pour autant devoir passer par des échangeurs classiques, comme nous particuliers on fait, tels que Binance, Coinbase, etc. Donc en fait, un ETF Spot Bitcoin, c'est super positif d'un point de vue apport de liquidité parce que justement, ça va apporter des nouvelles liquidités qui ne seraient pas présentes sur le marché sans cet outil financier. Alors forcément, les avis ils divergent par rapport à ça. Il y en a qui disent qu'à terme, ça va tuer la décentralisation de Bitcoin et des crypto-monnaies parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que BlackRock, en proposant un ETF Spot Bitcoin, si eux, par exemple, leur ETF Spot, ils cartonnent, ils ont énormément de demandes, énormément de clients et qui se retrouvent avec un ETF Spot pesant 500 000 Bitcoin, imaginons, c'est 500 000 Bitcoins, ils doivent les détenir. Et à ce moment-là, on va peut-être alors entrer dans une sorte de capitalisation des Bitcoins par ces gros fonds d'investissement qui vont être obligés de détenir une quantité énorme de Bitcoin pour répondre à la demande qui risque d'être forte sur ce produit justement. Quand on sait que l'objectif même du Bitcoin, des crypto-monnaies, de la blockchain, c'est la décentralisation, c'est là que ça peut un petit peu fâcher. Moi, mon avis, c'est qu'à court terme, c'est évidemment une bonne nouvelle d'un point de vue purement spéculatif et financier, dans le sens où ça apportera des liquidités. On risque d'avoir un marché haussier des suites de ça, pas que pour ça, mais c'est un élément catalyseur non négligeable, je pense. Et alors, les personnes qui sont sur le marché crypto, vraiment d'un point de vue purement financier pour faire uniquement du profit, je pense que ça pourrait évidemment les intéresser. Là où ça va poser problème, c'est pour les Bitcoin maximalistes qui sont vraiment là pour la technologie, la blockchain, la décentralisation, etc. Mais enfin ça, je pense que c'est un autre débat et malheureusement, on ne pourra rien y faire. On a eu récemment BlackRock, dans les suites de sa demande d'ETF Spot Bitcoin, qui a fait une demande d'ETF Spot Ethereum. Moi, mon raisonnement, il est très simple. Il y a d'énormes doutes par rapport au fait que l'ETF Spot Bitcoin, il va être accepté. Il y en a encore qui disent que c'est pas possible, que ça ne va pas se faire. Il faut savoir que BlackRock, sur 576 demandes d'ETF déposées à la SEC, il y en a juste un qui a été refusé. Donc, il y a de fortes chances pour que cet ETF Spot Bitcoin soit accepté. Moi, ici, le fait qu'il dépose une demande d'ETF Spot Ethereum me fait dire que pourquoi est-ce qu'ils entameraient déjà des démarches pour une deuxième demande d'ETF crypto alors que la première n'est pas encore validée. Évidemment, il y a des choses qui se passent sans que nous soyons au courant et je crois que cet ETF il est déjà validé mais que juste on ne le sait pas et ça risque de tomber. On a le calendrier plus tard, on va le regarder. Ça va tomber incessamment sous peu, je pense, et c'est peut-être bien pour ça que BlackRock se décide à déposer une demande d'ETF Spot Ethereum justement pour un petit peu rester dans la course et directement enclencher le pas sur la deuxième plus grosse crypto du marché, proposer un outil financier justement sur Ethereum, ça pourrait être une aubaine pour eux. Et il y a même des rumeurs qui disent que le prochain ETF Spot de BlackRock sera XRP, Solana. Ça, c'est vraiment de la pure spéculation. Moi, personnellement, je ne rentre pas là-dedans. Je trouve que c'est déjà d'excellentes nouvelles ici à l'approche du halving. Donc, moi, je me contente de ça personnellement. Je tiens ça de très près parce que, encore une fois, ici, le marché prend des couleurs. On pourrait penser que c'est à cause de ça. Je pense aussi que c'est à cause de ça. On va pas se mentir. Je crois que les gens, ils se réjouissent. Il y a 4-5 ans, moi, j'ai commencé les cryptos il y a 4 ans. Ça restait encore un marché un peu de niche, c'est-à-dire que c'était beaucoup des particuliers, des investisseurs un peu particuliers. Ici, on est en train d'assister à l'adoption des institutions. C'est plus comme si on se positionnait sur un marché où on est quelques particuliers à le faire. Là, on se positionne sur un marché où BlackRock se positionne. BlackRock, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde. Il y a 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Donc, je pense qu'ici, on n'est plus trop sur se dire est-ce que les cryptos, est-ce que la blockchain aura une place importante dans notre système financier dans les prochaines années. C'est juste quand est-ce que ça va arriver. Je crois que la question de si ne se pose plus, c'est juste quand.
quand l'adoption, combien de temps l'adoption va prendre, etc. Je crois que là, on y est. Et moi, c'est ça qui me rassure dans le fait que, ben voilà, il y a 4 ans, c'était encore un environnement différent. Et ceux qui sont là depuis 7, 8, 9 ans vous le diront d'autant plus. Là, c'était encore plus la jungle. Maintenant, on a un peu des confirmations dans le sens où, ça y est, il y a des mastodontes de la finance traditionnelle qui s'exposent sur Bitcoin. Et moi, on m'a toujours dit, si tu veux de l'argent, tu dois aller là où l'argent est. Et je pense que l'argent, en grosse partie, il est chez BlackRock. Et si BlackRock se positionne sur le Bitcoin, ben moi je vais me positionner d'autant plus sur le Bitcoin. Même si j'étais déjà positionné avant, c'est juste des événements qui confortent moi personnellement ma position. Je parlais du fameux tableau. Le tableau il est divisé en plusieurs parties. Là dans un premier temps, on a tous les fonds d'investissement qui ont déposé une demande d'ETF spot Bitcoin. Donc on a 21 Shares avec ARK Invest, Bitwise, VanEck, évidemment BlackRock, Fidelity, Valkyrie, etc. Je ne sais plus où j'avais vu ça, mais ça représente, je pense, près de 20 000 milliards d'actifs sous gestion, tous ces fonds d'investissement là réunis. Ça veut pas dire qu'il y a 20 000 milliards de dollars qui vont déferler sur le Bitcoin, loin de là. Ça veut juste dire que parmi ces 20 000 milliards, il va y avoir un petit pourcentage, aussi faible soit-il, qui va pouvoir s'exposer sur les cryptos. Ça va dépendre des clients de ces fonds d'investissement-là, s'ils décident ou non de participer à ça, d'investir sur cet ETF. Moi, je pense qu'il risque d'y avoir une demande forte. Enfin, ça, c'est l'avenir qui nous le dira de toute façon. Et ici, alors, on a les deadlines. La première deadline était prévue pour le 2 septembre, début septembre, en gros. C'est date américaine, donc on a le mois avant, le mois, le jour, l'année. Et on voit ici, la première deadline, ben, c'est en fait le 29 juin que la demande du premier ETF spot Bitcoin a été déposée. Donc cette deadline-là, inutile de vous dire qu'elle a été repoussée parce qu'on est en novembre et toujours pas d'ETF. La seconde deadline, pareil, repoussée par la SEC. Donc là, c'était vers mi-octobre. Et ici, la troisième deadline, ben, c'était il y a une semaine. Pareil, elle a également été repoussée. Ça n'a pas impacté le prix du marché, ça n'a pas impacté directement le prix du Bitcoin, ce qui est un événement plutôt positif. Ça veut dire qu'on a plus de gens qui cherchent à acheter du Bitcoin et accumuler du Bitcoin plutôt qu'à le vendre. Et alors, la deadline finale, ça veut dire que là, à cette date-là, la SEC sera obligée de dire oui ou non. Oui, tant mieux. Non, là, ça va remettre en question pas mal de choses, je pense. Mais donc, du coup, on est vraiment pour le premier ETF spot Bitcoin à partir du 10 janvier. Donc, on voit ici, en fait, c'est assez particulier. On voit que la dernière deadline, elle sera le 10 janvier pour notre premier ETF. Et pour tous les autres, mi-mars. Mais on pourrait penser que si un ETF est accepté en janvier, tout le reste va être accepté. Donc pourquoi attendre 2 mois? Donc il y en a qui disent que à partir du moment où le premier ETF spot Bitcoin sera validé, donc le 10 janvier, tous les autres vont être acceptés dans la semaine, dans la foulée vraiment, et que du coup, toutes ces deadlines-là, mi-mars, ne seront pas respectées. Ce sera fait bien avant. Encore une fois, à voir. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je pense que ce serait logique. Si tout le reste des ETF ne sont acceptés qu'en mars, le marché va quand même agir comme s'ils étaient acceptés, parce qu'on ne peut pas en accepter un et refuser les autres. Donc dans tous les cas, le marché réagira en conséquence et comme si tous les ETF étaient acceptés. Pour autant que le premier, début janvier, soit accepté, évidemment. Alors, il va falloir faire quand même attention parce qu'on va regarder un peu le graphique, on va y repasser plus tard, mais enfin, rapidement. En juin, où est-ce qu'on était? Voilà, cette semaine-là, demande de TF spot Bitcoin. Au final, le prix n'explose pas tellement parce qu'on était vraiment sur le bas d'un range à 25 000. On avait déjà été chercher les 30 000, on a juste été récupérer encore les 30 000. En fait, on a continué de range au sein de cette borne-ci, donc de 32 000 jusqu'au 25 000. On a même chuté à nouveau au 25 000 par après avant de réellement repartir. Je pense que le marché, il le sait depuis un petit moment. Il faut savoir que là, c'est la smart money qui se positionne, la monnaie intelligente, comme on dit ça, c'est les fonds d'investissement justement, les BlackRock, les Fidelity, les Vanguard et les bazars comme ça. Eux, ils le savent. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas le 29 juin, il y a une demande de ETF spot Bitcoin. C'est pas le 28 qui se sont fait une réunion du conseil et qui se sont dit bon les gars, un petit ETF spot Bitcoin, est-ce que ça vous chauffe? Pas du tout. C'est des trucs qu'ils prévoient depuis des années, des mois, si pas des années. On peut facilement penser que ces mecs-là, ils achètent depuis ici. Là, on a le crash FTX qui a amené la purge, grâce à laquelle on a été chercher le bottom de marché. Je pense très certainement que c'est le bottom. Ces mecs-là, très certainement, achetaient ici. Et donc, au moment où ils étaient déjà bien en profit, ils ont annoncé la nouvelle. Encore une fois, c'est de la manipulation de marché pur et dur. C'est un marché jeune et volatile qui est très facilement manipulable avec des grosses quantités d'argent, certes, mais pour des fonds d'investissement comme BlackRock, c'est facile de manipuler un marché aussi jeune et aussi peu capitalisé que les cryptos. Il y a un principe qu'il faut retenir en crypto, c'est le buy de rumor, sell de news. Donc par exemple, si on suit cette idée-là, ça voudrait dire que on achète quand il y a des rumeurs de TF spot Bitcoin, etc. Donc vers le 29 juin, on parle de TF spot Bitcoin, BlackRock qui émet une demande. C'est pas validé, mais il y a des chances que ce soit accepté. Donc on se dit, on achète.
parce que c'est super bullish pour le marché en général. Encore une fois, la question de bullish pour l'écosystème en tant que tel avec la décentralisation et blablabla, ça c'est un autre débat. Mais d'un point de vue vraiment price action, c'est super intéressant pour le prix du Bitcoin parce que ça va amener des nouveaux capitaux, comme je vous l'expliquais. Là, on se dirait, ben on achète. Parce que c'est une super bonne nouvelle. Là, on achète la rumeur et alors on va revendre la news. Quand le TF sera accepté. Le bail de rumeur, celle de news, il fonctionne d'une manière très simple. On achète la rumeur, on vend la news et à la news, ça se crache. On penserait que c'est une super bonne nouvelle. Le TF spot est accepté, on se dirait mais allez, Bitcoin road to 100K, c'est fini, le bull run il est lancé. Sauf que justement, c'est dans le but de piéger la masse, encore une fois. Tous les nouveaux entrants qui attendent le TF spot Bitcoin pour rentrer, ils vont se dire ok, là, le TF, il a accepté, ça peut plus casser la gueule, le marché, il ne peut que monter. Là, ils vont acheter, et c'est là que la smart money va revendre pour justement les piéger. Et là, on va se prendre, à mon avis, petit 15, moins 15, moins 20, 10, 15, 20% dans la tronche. Et là, les nouveaux investisseurs, ils vont se dire, attends, ils vont être dégoûtés parce qu'ils vont se dire, il y a un ETF spot Bitcoin de BlackRock qui est accepté et le marché il crache, c'est n'importe quoi. Ça va encore une fois baisser la confiance des investisseurs. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est que le train soit déchargé au maximum. Eux, ils veulent être tout seuls dans le train. C'est pour ça que les riches sont de plus en plus riches et que les pauvres de plus en plus pauvres. C'est parce ils font toujours en sorte qu'ils soient seuls à saisir les opportunités et ça va être encore le cas. Peu importe que vous achetez maintenant ou quand le TF est validé, il va juste falloir avoir les reins solides. Il faut comprendre une chose, c'est que si ces mecs-là, ils achètent ici, c'est pas pour revendre là, les gars. C'est pas pour revendre là. Ça, je vous le dis. Ils s'en foutent de faire de l'argent sur 2-3 mois. Ils sont là pour le long terme, les mecs. Donc si j'achète ici, eux, ils vont faire une petite purge, bam, ça va faire peur à tout le monde. Nous, on va tous sortir, c'est leur objectif. Ils vont recharger encore, en racheter plus. Et à ce moment-là, on pourra réellement partir à l'assaut des nouveaux points hauts. C'est comme ça que ça va fonctionner. Alors, est-ce qu'il y aura vraiment un sell the news et est-ce que vraiment, lors de l'acceptation de l'ETF, tout va cracher? Je sais pas. Moi, je suis pas de cet avis-là parce que je pense que c'est un principe trop connu. Maintenant, c'est beaucoup trop répandu. Et je crois que on est sur un autre game, dans le sens où maintenant, c'est pas des petites news par rapport à un projet qui nous dit qu'il va faire un partenariat avec Google, Amazon, Apple, j'en sais rien. Là, on parle vraiment de l'entrée des institutions sur Bitcoin et les cryptos. C'est historique. Donc moi, je pense pas réellement que ce principe de buy de rumeur, sell de news, il pourrait avoir lieu dans ce type de cas. Mais je peux probablement me tromper et j'agirai en fonction. Je vais quand même pas vendre quoi qu'il arrive et au pire si ça rechute, je rachèterai plus. Wait and see comme on dit, mais c'est super intéressant de voir le prix qui évolue à l'approche de tout ça. Donc moi je continue de regarder. Le deuxième point, parce que ça faisait un fameux point énorme, hein, ouais là ça fait déjà plus de 10 minutes, très gros point. Le deuxième point tout aussi important, c'est le halving day. Alors le halving day, on l'attend, c'est tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs plus précisément, mais c'est presque tous les 4 ans en fait, généralement, à quelques jours près. Et ici, il pourrait tomber le 14 avril 2024. Alors c'est assez marrant parce que si on prend le fait que la majorité des ETF pourraient être acceptés mi-mars, mi-avril, il y a un mois d'écart, en fait ça fait beaucoup d'événements positifs qui pourraient propulser le prix du Bitcoin, qui devraient arriver au même moment. Alors, le halving day, petit rappel pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, le halving day, ça consiste à diminuer et à diviser la récompense des mineurs de Bitcoin par 2. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui créent du Bitcoin et qui génèrent du Bitcoin, on les appelle des mineurs. En fait, ils mettent des cartes graphiques, de la puissance de calcul à disposition du réseau pour résoudre des problèmes. Ils sont rémunérés pour ça. Ça coûte de l'argent parce que les machines ça coûte, il y a l'électricité qui coûte énormément, c'est une des dépenses les plus importantes dans le minage de Bitcoin. Ce qui fait que le prix augmente très souvent, c'est que comme on divise la récompense des mineurs par 2, eux, très logiquement, il va leur falloir 2 fois plus de travail pour extraire la même quantité de Bitcoin. Donc maintenant, par exemple, il va leur falloir, imaginons 20 000 $ pour extraire un Bitcoin. Après le halving, il leur faudra 20 000 $ pour extraire un demi-Bitcoin. C'est super imagé parce qu'il y a les technologies qui évoluent. Ce sera pas exactement comme ça, mais dans le principe, le Bitcoin, il a un prix de production et tous les 4 ans après le halving, le prix de production double parce que la récompense et la génération de Bitcoin est divisée par 2. Encore une fois, les machines de minage qui évoluent, qui sont de plus en plus performantes, comme par hasard, à l'approche des halvings. Enfin bref, voilà, ça c'est des débats, encore une fois. On va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais il y a un prix de production, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si, par exemple, le prix de production, après le halving, il est de 35 000 $ par Bitcoin, donc un Bitcoin, ça coûte au mineur 35 000 $, il y a très peu de chances pour que le Bitcoin soit échangé en dessous de ça. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Et c'est ça qui est important avec le halving. Et c'est pour ça que tous les 4 ans,
on a une hausse considérable du prix. Il y a aussi évidemment le principe fondamental de l'offre et la demande. Si la demande pour un actif est constante, voire croissante, ce qui est le cas pour Bitcoin, et que l'offre est divisée par deux, bah, très logiquement, ce qu'on appelle un choc de liquidité, le prix augmente. Ça, c'est un principe fondamental d'offre et de demande. Si vous n'êtes pas fan du marché crypto, vous pouvez danser sur votre tête, c'est applicable sur tous les marchés. Vraiment, le blé, l'or, le pétrole, les obligations, les actions, c'est comme ça. Donc, c'est un événement à prendre en compte. Encore une fois, il y a toujours ce principe de buy de rumeur, celle de news, mais ici, c'est beaucoup trop gros. Je pense pas qu'il y aura une vente massive le 14 avril à 16h34, comme ils le disent ici, mais je pense qu'il n'y aura pas de gros pump non plus. C'est-à-dire que le prix va s'apprécier par rapport à la valeur réelle d'un Bitcoin, par rapport à ce qui coûte aux mineurs, par rapport au prix de production, par rapport à l'état du marché en général, mais il n'y aura pas de mouvement ultra volatile comme il pourrait y avoir avec l'acceptation ou non de l'ETF spot Bitcoin. Donc ça, c'était pour le halving, élément très important qui drive un peu les marchés haussiers. Il y en a beaucoup qui disent que c'est à partir de cette date-là, c'est l'élément déclencheur du marché haussier, c'est sûr et certain, c'est le bull run, ça y est, c'est parti. Moi, personnellement, je pense qu'on est déjà en marché haussier. Je vais vous expliquer pourquoi sur le graphique. Mais voilà, pour beaucoup, le halving, c'est l'élément, voilà, c'est bull run et puis c'est bon. Moi, je pense que ça devient un peu plus complexe que ça parce que justement, on a des acteurs institutionnels qui rentrent sur le marché et qui font en sorte que ce marché devient un petit peu plus sérieux, quoi. D'un point de vue graphique, c'est ici que les Romains s'empoignèrent, comme on dit, parce qu'il y en a qui sont pas du tout d'accord avec ça, il y en a qui disent que c'est totalement faux, qu'on n'est pas du tout en bull run, que ça, c'est juste un bull trap. Ça, vous voyez, c'est des gens qui se sont fait matrixer par le marché baissier, je pense. Et j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, je peux vous dire que ça a fait mal, le marché baissier il a fait super mal, mais à un moment donné il faut savoir regarder ce qu'on a en face de nous, il faut savoir être honnête et changer sa position quand elle doit être changée. Il faut pas être baissier en permanence, faut pas être haussier en permanence, faut juste regarder ce qu'on a sous les yeux et agir en conséquence. Ici, on voit que graphiquement parlant, purement graphiquement parlant, il y a une grosse zone de support sur les 32 000 $. Elle a fait office de support 2 à 3 fois et 2,5. Ici, on peut le compter un petit peu, c'était pas vraiment les 32 000, mais c'était cette zone-là. Une fois, au début du marché haussier. La deuxième fois, quand on a eu la grosse purge en été, avant de repartir vraiment sur le dernier pic en novembre. Et ici, pendant la correction, voilà, où on est revenu. La zone des 32 000, elle est super importante. On l'a travaillé une fois ici, on l'a travaillé deux fois ici, rejeté à chaque fois. Et ici, cassure franche. C'est important. Quand on parle de poids technique, il faut une cassure franche. Si c'est pas une cassure franche, si c'est pas... on sait pas trop, voilà. La cassure franche avec un petit retour de volume, je trouve que ça reste quand même encore assez léger quand on voit les volumes ici. Mais enfin bon, c'est tout de même des petits volumes. Graphiquement parlant, on est en marché haussier. C'est ça que ça veut dire. On a cassé la tendance baissière. Une tendance baissière, c'est caractérisé par des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Un marché haussier, c'est caractérisé par des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Un bas plus haut, encore un bas plus haut, un haut plus haut, un haut encore plus haut, etc., etc. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc, ceux qui vont vous dire que c'est juste un pétard mouillé, un bull trap, ça se fait sur une semaine. Ça fait des... voilà, enfin, excusez-moi, mais 130%, c'est un fameux bull trap, quoi, vous voyez. Donc, à un moment donné, il faut juste accepter que les positions changent. Et heureusement qu'elles changent. Heureusement, à un moment donné, après 2 ans de marché baissier, qu'on puisse retrouver un peu des couleurs, et c'est normal, c'est normal. Graphiquement parlant, ce que le marché me dit, c'est qu'on est en marché haussier. Fondamentalement parlant, c'est ce que ça dit aussi. On a pas mal de gros éléments. On se rapproche du halving qui, malgré le fait que c'est pas le seul truc qui drive un bull run, c'est un élément déclencheur parce que ça divise l'offre par deux. Il y a quand même rien à faire, c'est un événement impactant. Et ensuite, on a tous ces événements et tout cet engouement institutionnel autour des ETF, spot, Bitcoin, Ethereum maintenant qui font que on peut pas se tromper et sur le fondamental et d'un point de vue graphique. Ça, c'est pas possible. Je veux dire qu'il y ait des doutes, qu'on ne sache pas trop. Ok, maintenant c'est bon, on n'est plus sur des peut-être. Encore une fois, si, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, je peux pas vous dire que c'est à 4000% on est en bull run, même si moi personnellement, j'en suis sûr, je peux pas vous le dire. Parce que déjà, je suis pas conseiller financier. Moi, ce que je fais, c'est juste pour moi. Je partage ça parce que j'adore. Mais rien de ce que je dis ou de ce que je fais ne doit être considéré comme un conseil financier. J'ai oublié de le dire au début de vidéo. Voilà, je le dis maintenant. Mais pour moi, on est clairement en marché haussier. Est-ce que c'est le moment pour acheter ? Encore une fois, si votre horizon de temps, c'est sur les 10 prochaines années, que la tech, vous y croyez, que vous avez compris que BlackRock, ils sont pas ici pour se positionner sur un cycle haussier, ils sont pas ici pour se positionner sur 2 ans, ils vont rester là pour 10, 15, 20 ans. Si vous avez compris ça, que Bitcoin, ça vous parle, que la technologie de registre distribué, la blockchain, etc., c'est quelque chose qui vous parle,
Alors vous pouvez même acheter maintenant et vous dire que vous ne revendez pas avant 100 000. Et à ce moment-là, que vous ayez acheté à 37, 38, 32 ou 25 000, ok, votre coefficient de bénéfice il va changer un petit peu, mais ce sera léger, vous serez quand même en bénéfice. Si vous voulez vraiment optimiser un point d'entrée, moi je pense que c'est nécessaire pour une continuation haussière saine. Il va nous falloir un retour à un moment ou à un autre. Parce que là, il y a eu trop d'euphorie, il y a eu trop de gens qui sont rentrés avec des effets de levier, des positions démesurées. Et je pense qu'un retour aux 32 000 va être nécessaire pour qu'on puisse repartir après. Pourquoi les 32 000? Parce qu'encore une fois, techniquement parlant, les 32 000, c'est une zone super importante. On les a traversés ici, on pourrait se réappuyer comme on a fait ici. Bon, à l'époque, les 32 000 ne correspondaient à rien, on était en price discovery. Mais je veux dire, les 32 000 maintenant correspondent à une grosse zone de support que je pense serait intéressante d'aller retravailler ici. Voilà. Et à ce moment-là, alors les 32 000 pourraient être une belle opportunité d'entrée. Moi, je vois encore des gens sur les réseaux qui parlent des 15 000 $. Voilà. Je ne sais même plus quoi leur dire. Mais bon, en fait, il faut des permabères. C'est comme ça, comme il y a des permabulls. Le marché il fonctionne par zone de liquidité. Je vais prendre cet exemple-là. Ici, je me souviens, c'était incroyable. Tout le monde parlait du Bitcoin, ça allait à 100 000. Ça allait à 100 000. Il n'y avait aucun univers où ça n'allait pas à 100 000. Je vous dis, les réseaux sociaux, on peut reprendre le YouTube Game à l'époque, il y avait personne qui alertait quoi que ce soit. Quand je vous dis que personne n'a rien vu venir, mais personne n'a rien vu venir. Et moi, encore moins, mais tout le monde attendait les 100 000. Tout le monde attendait les 100 000. C'était vraiment 100 000 assurés, on allait tous s'en mettre plein les poches et c'était fini. Le marché n'y a pas été, parce que tout le monde l'attendait. Et ici, bon, un peu moins maintenant, mais quand on était au 25 000, c'était 15 000, 12 000, 10 000, le Bitcoin allait en dessous des 5 chiffres. Tout le monde l'attend, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Il faut toujours des gens dans le... Il faut une masse pour piéger. C'est comme ça. Et comme le marché va de liquidité en liquidité, ces gens qui attendent les 15 000, c'est des malades qui mettent des ordres short en levier 50 sur des tops ici et qui veulent juste que le marché se retourne pour s'en mettre plein les poches. Mais ça, du coup, quand tu mets un ordre de vente à découvert ici, ça crée de la liquidité au-dessus que le marché va aller récupérer. Et pareil, ici, tout le monde va commencer à être super bullish, tout le monde va dire le Bitcoin il se stabilise aux 37 000, c'est super bon, allez on va aller à 50 000. Les gens vont commencer à être trop confiants par rapport à ça, mettre trop de levier, hop, correction, assainissement de marché, on va redescendre aux 32 000, punir tous ceux qui étaient trop confiants et puis repartir. C'est pour ça que les corrections sont saines pour un marché. Un marché qui va tout droit dans un sens ou dans un autre, c'est super mauvais. Donc les corrections sont ultra saines, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc rentrer sur le long terme, pourquoi pas, mais si tu veux optimiser vraiment ton prix d'entrée, carrément attendre les 32 000, moi je pense que c'est une bonne opportunité. Rentrer une partie maintenant et une partie aux 32 000 si tu veux être sûr d'être dans le train maintenant, parce que bon, encore une fois, si tu achètes maintenant, il faut que tu saches que tu peux t'exposer à 12, 13, 14, 15% de baisse. Si tu es dans les cryptos, très logiquement, 15% de perte latente sur une position, ça ne doit pas te faire peur. Moi, j'ai toujours des positions achetées comme un sniper trader ici, sur des altcoins, je suis à moins de 98%. Alors, la majorité, les projets sont morts. Mais, je veux dire, il faut avoir quand même les reins solides et savoir accepter la perte latente. Voilà. On dit toujours, tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Bon, faut pas non plus hold ad vitam aeternam des coins, mais je veux dire, le Bitcoin, 15% de perte latente, ma foi, c'est le Bitcoin. Le risque est quand même mesuré. Donc voilà, c'était les 3 points principaux. Je crois que ça fait une très longue vidéo, mais une fois que je commence à parler, j'arrive pas à m'arrêter. Ça, c'est une catastrophe. Il y avait les ETF spot, il y avait le halving et d'un point de vue graphique. Comme ça fait un peu de fondamental et un peu de technique. Le technique, je l'ai vraiment bâclé, je suis désolé, mais pour le coup, c'était vraiment les ETF spot Bitcoin que je voulais un peu éclaircir avec vous. De manière à revenir un peu en force sur la chaîne, parce que c'est vrai que là, j'ai plus fait de vidéo depuis je ne sais pas combien de temps. Je pense que c'est un peu le moment de venir un peu vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Je suis super actif sur Insta et les réseaux en général, donc n'hésitez pas à m'ajouter, tous les liens seront en description. Pour créer des comptes sur différentes plateformes, pareil, j'ai mes petits liens partenaires en bas. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas quand sera la prochaine, il va falloir que je réfléchisse un peu à un rythme de vidéo que je vais pouvoir établir. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Faites attention sur les marchés, faites attention à vous et à bientôt.